Bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour parler de la prise en charge orthodontique, pas uniquement sous le volet clinique, mais aussi sous le volet un peu plus médico-social. Alors ça a été trop vite, alors comment je reviens en arrière là ? Le petit triangle rouge en haut. D'accord, ok, merci. Donc là aujourd'hui, je vais essayer de vous parler brièvement, et puis on a la chance aussi d'avoir Béatrice qui va m'épauler pour la fin, pour pouvoir vous présenter plus la partie on va dire de la prise en charge aussi, on a fait pas mal de progrès pour aider nos patients. Alors pourquoi les orthodontistes déjà de ville doivent être impliqués dans la prise en charge des patients porteurs de fente ? Tout simplement parce que c'est la malformation la plus fréquente. Il y a quand même un bébé qui naît avec une fente labiopalatine sur 700 naissances. Et il faut savoir que 100% de ces patients ont quasiment besoin d'un traitement orthodontique. Et on a dit tout à l'heure que le problème, c'était la limitation de l'offre en fait, de soins à l'hôpital et dans les centres de soins dentaires. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut que l'hôpital et les centres de compétences, de référence, puissent compter sur un réseau en fait, de praticiens, d'orthodontistes de ville, à proximité de chez le patient, pour que ce soit aussi pratique, parce qu'on a des patients aussi qui viennent de très loin, donc il faut que ce soit facile pour ces familles de ne pas avoir à faire des kilomètres et des kilomètres pour avoir des rendez-vous récurrents chez l'orthodontiste. Donc l'idée, c'est que le centre de référence, donc le chirurgien, l'orthodontiste, l'équipe en fait du centre de référence ou de compétences, va adresser le patient, quand ça sera le bon moment, vers un orthodontiste de son réseau de soins qui est à la fois motivé pour prendre en charge ses patients, mais qui va être aussi qualifié pour pouvoir travailler en collaboration avec le centre. Et ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas oublier que le patient et sa famille doivent être vraiment au centre de cette équipe, et c'est une seule et même équipe qui regroupe le centre de référence de compétences, l'orthodontiste de proximité et le patient. C'est-à-dire que c'est malheureusement, on voit quelquefois encore des situations où soit le centre de référence ou de compétences, en se mettant aussi quelquefois dans des situations où on n'est pas assez communicant avec l'orthodontiste de proximité, où l'orthodontiste de proximité ne collabore pas non plus à 100% comme il le devrait ou comme il le voudrait quelquefois avec le centre. Et le patient et sa famille qui est un peu comme une balle de ping-pong quelquefois, qui n'a pas l'impression de bien comprendre ce qu'il faut faire. Donc c'est très très important qu'on fasse partie de la même équipe et pour éviter justement des situations où il y a des patients qui sont quelquefois perdus de vue. Et ça, quand on parle de la prise en charge des traitements orthodontiques dans les cas de fente, on peut aussi s'interroger, savoir qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de prise en charge orthodontique. C'est ce qui se passe pour ce patient qui a eu simplement sa réparation primaire, le geste primaire, qui a permis de pouvoir fermer la lèvre et le palais, mais qui n'a pas eu du tout de prise en charge orthodontique, ni d'ailleurs de prise en charge pédodontique, ni dentaire, pour arriver à prendre soin de ses dents, ce qui veut dire que là, on est dans une situation d'échec, situation d'impasse aussi, puisque ce patient qui n'a pas eu de soins, n'a pas pu bénéficier d'une greffe osseuse de sa fente, par exemple, au bon moment, pour avoir une continuité de sa gencive et de son maxillaire. Donc tout va partir un peu de travers. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident pour ces familles et ces petits patients de se projeter dans un parcours de soins orthodontique et chirurgical avec toutes les autres spécialités impliquées. Et c'est à nous de le guider. C'est à nous de guider aussi l'orthodontiste de proximité pour le rassurer, pour lui donner confiance, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes et beaucoup d'orthodontistes qui sont pleins de bonne volonté et qui ont envie de collaborer avec nous. Alors, ma situation a été un petit peu spéciale parce que moi, j'ai la chance d'être dans les deux côtés, du côté du centre de référence, mais aussi je suis orthodontiste libérale dans un cabinet tout à fait classique. Donc, je vis un peu la situation de mes collègues orthodontistes qui sont en ville, et puis la situation aussi d'être référente orthodontique et qui n'arrive pas toujours à trouver des correspondants orthodontistes qui veulent travailler en équipe avec nous. Alors pour essayer de guider ces patients et de les aider, il faut essayer d'optimiser cette prise en charge orthodontique et tout d'abord d'essayer aussi de rassurer les parents, rassurer les enfants. On prend en charge ces enfants à partir de l'âge de 4 ans en orthodontie pour les préparer dans notre protocole à une prise en charge un petit peu plus précoce que ce qui se faisait il y a quelques années, puisqu'on pratique la greffe osseuse de la fente vers l'âge de 5 ans. C'est-à-dire que ce sont des enfants qu'on va préparer du point de vue orthodontique vers l'âge de 4 ans et demi à peu près.
Et donc, vous voyez ici, ce sont des petits patients qui sont plutôt contents de venir au cabinet et qui ne sont pas du tout terrorisés comme on pourrait l'imaginer pour être pris en charge assez petits. Et ça, c'est très important d'expliquer, rassurer, et déjà de gagner la confiance aussi des parents, mais également des enfants. Et grâce à Pascal Gavel, qui est notre psychologue, qui a fait beaucoup de choses et qui nous aide beaucoup pour les cas un petit peu qui ont été quelquefois difficiles, avec des patients qui ont été quelque part... On parlait des chirurgiens dentistes qui ne veulent pas prendre en charge les enfants polyhandicapés, mais quelquefois, ils ne sont pas non plus ni formés, ni équipés. Ils n'ont pas non plus des assistantes qui sont toujours, on va dire, prêtes à ça. Donc, ce n'est pas évident de pouvoir le faire. Donc, à nous d'essayer de mettre en confiance ces enfants. Et c'est vrai que quand on les met en confiance, c'est souvent en passant par l'adhésion des parents. Et là, on a une vraie collaboration qui s'installe. Et franchement, c'est super fun. Moi, j'ai la chance de soigner ces enfants depuis bientôt, pas loin de 30 ans. De prendre en charge ces patients, ces petits, moyens, grands et adultes. Et c'est une vraie joie en tant qu'orthodontiste, mais aussi une vraie joie pour l'équipe soignante, à la fois dans les centres de référence et de compétences, mais aussi également en cabinet libéral, pour nos secrétaires, pour nos assistantes. Elles savent qu'elles sont utiles, elles ont vraiment une reconnaissance de la part de ces familles qui est inouïe. Et du coup, ça veut dire que mes secrétaires, en l'occurrence les trois jolies jeunes femmes qui sont violées, là, elles passent beaucoup de temps, par exemple, sur les dossiers administratifs pour essayer d'améliorer les prises en charge des patients, les aider, parce que quelquefois, c'est un parcours un peu du combattant, en sachant que pendant ces 2-3 dernières années, on a vécu un enfer en tant qu'orthodontistes libéraux parce que on avait souvent des refus des prises en charge des traitements orthodontiques. Pendant 25 ans, il y avait des accords tacites avec les caisses qui faisaient quand on demandait une demande préalable pour un traitement orthodontique, donc on demandait ça pour 1 année, pour un TO 200, mais comme on ne pouvait pas demander aux patients de payer 1 année entière de traitement, on fractionnait en fait le montant d'1 année en 2 semestres, comme on peut le faire pour un patient classique qui n'a pas de fente. Il faut savoir que le patient qui n'a pas de fente, il a droit à se faire rembourser au bout de 6 mois de traitement. Et là, le patient porteur de fente, c'était admis par un accord tacite qu'on pouvait le faire aussi au bout de 6 mois. Et puis, il y a 2 ans à peu près, 2-3 ans, là, on a commencé à recevoir des refus. Et plus que des refus, c'est beaucoup de paperasse. Donc quand on est, on va dire, assez investi pour prendre en charge ces petits patients, ces familles, ça prend plus de temps, on l'a dit, c'est vrai, c'est fantastique, mais ça prend plus de temps, et qu'il faut passer en plus des heures et des heures et des heures à traiter des dossiers, envoyer les lettres recommandées, suivre les dossiers, et qu'on se retrouve ensuite en situation quasiment d'être mis en défaut et d'être quasiment traité comme des voleurs, il faut le dire, c'est très désagréable. Et heureusement que les familles sont là avec nous pour nous épauler, pour nous aider, mais ça a été compliqué. Et là, je remercie vraiment... on s'est beaucoup battu. On a vraiment essayé dans toutes les cases, parce qu'en plus, moi, je soigne des patients qui viennent un petit peu partout, donc j'étais assignée au tribunal de Rouen, et puis je sais plus, de Calais, enfin, il y avait des endroits, et de Toulouse, c'était extraordinaire quand même. Donc là, je ne pouvais pas passer mon temps à aller au tribunal pour essayer de défendre ces dossiers, pour en plus défendre les patients et les familles, pour qu'ils puissent se faire rembourser plus tôt. Et à force de se battre et de parler, eh bien, grâce au ministre, M. Lévy-Véran, il a fini par comprendre et entendre. Et du coup, il y a eu vraiment une équipe super réactive et qui a essayé de se dire, on va passer une circulaire à toutes les caisses pour essayer de leur faire comprendre que oui, vous pouvez fractionner comme avant, pour pas, on va dire, vraiment que ce soit péjoratif pour ces patients et ces familles. À part que les caisses n'ont pas toutes vu la circulaire, donc il fallait continuer encore pendant 2 ans à se battre, à envoyer les courriers recommandés. Donc ça veut dire qu'en gros, quand on finit ces journées à 21h, on va passer encore 2 heures sur ces dossiers-là, et encore, il faut les suivre, parce que si on ne les suit pas, eh bien, on reçoit à ce moment-là des mises en demeure, en tant qu'orthodontiste, des mises en demeure pour rembourser des indus, parce qu'ils ne connaissent pas. Donc maintenant, ça y est, c'est fini, grâce à une énorme évolution, puisque maintenant, c'est plus une simple circulaire, ça a été inscrit en dur dans la nomenclature, donc maintenant, il est autorisé de pouvoir fractionner le TO 200, mais on va en reparler tout à l'heure. Voilà, il y a aussi une optimisation aussi du point de vue logistique pour les rendez-vous, pour les prises en charge, par les progrès technologiques qu'on a pu faire en orthodontie. On a parlé de faciliter aussi les déplacements et les rendez-vous. C'est vrai que
Il y a des familles qui viennent de loin, qui doivent se déplacer. Si on peut arriver à être plus performant au niveau des appareillages, en arrivant à diminuer le nombre de rendez-vous pour des parents aussi qui travaillent, des enfants qui doivent manquer l'école quelquefois, ben c'est mieux. Et puis on a des patients qui viennent quelquefois de l'étranger, donc des familles qui sont en difficulté pour venir. Et pour ce temps de préparation, par exemple, à la greffe osseuse avec un temps d'expansion, maintenant aujourd'hui, on passe par l'empreinte numérique qui permet de pouvoir fabriquer l'appareil directement et l'imprimer en 3D, donc gagner beaucoup d'étapes et aussi, du coup, beaucoup de temps pour le petit patient et pour les familles. C'est vrai que ça passe par une collaboration, une communication énorme entre le centre de référence, de compétences, le praticien de proximité et l'enfant et ses parents. Ces prises en charge sont longues en général. Ça ne veut pas dire que le traitement va durer 20 ans, comme chez cette jeune fille Marie. Ça veut dire qu'il va y avoir des moments efficaces, des moments ciblés pour le traitement orthodontique, des moments de pause thérapeutique aussi, où il va falloir vraiment un peu lui foutre la paix, essayer de le laisser grandir, essayer de le laisser tranquille, mais en étant toujours vigilant sur ce qu'on doit stabiliser pour ne pas perdre ce qu'on a déjà gagné. Donc vous voyez Marie, on a commencé sa préparation orthodontique à la greffe osseuse avec un petit appareil classique, ça s'appelle un Quadelix. Une fois qu'on a greffé, ça permet de voir une continuité tissulaire à la fois au niveau de l'os et de la gencive. Donc du coup, après, c'est très facile de pouvoir corriger ces incisives et ces rotations d'incisives pour lesquelles ces enfants sont souvent un peu complexés. Donc on peut répondre assez rapidement dès l'âge de vers 7-8 ans pour pouvoir arriver à corriger ces incisives qui sont gênantes pour eux et qui en même temps, sur le plan fonctionnel, peuvent représenter un verrou négatif, enfin pas un verrou, au contraire, ça entraîne, on va dire, une plus grande croissance de la mandibule, ce qui n'est pas tout à fait favorable. Donc on peut essayer de corriger dans certains cas ces rotations et ces lingoversions incisives. Puis après on les laisse grandir, donc on les a laissés tranquilles pour un petit moment. Et puis là, lorsque toutes les dents définitives sont là, et qu'il manque par exemple une incisive latérale, comme sur ce cas pour Marie, eh bien à 13 ans, on va recommencer un traitement orthodontique. Pour dans ce cas-là, on a choisi de réouvrir un espace. J'ai choisi cet exemple un peu on va dire exprès, pour pouvoir vous montrer qu'il y a dans 70% des cas de fente labiale-palatine une agénésie, en général, s'il y a une dent manquante. Ça veut dire qu'il va falloir aussi s'occuper de comment prendre en charge cette dent manquante par la suite, que ce soit par un implant ou par un bridge collé ou par différentes solutions. Là, vous la voyez en contention, donc elle a 15 ans, donc son traitement orthodontique de deuxième phase actif a pris 2 ans. Et là, vous la voyez donc en fin de traitement, avec une contention pour pouvoir maintenir l'espace pour pouvoir par la suite, dans son cas, puisque c'était indiqué dans son cas, mettre par la suite un implant. Donc là, vous voyez ici avant et après. Là, il n'y a pas eu de chirurgie au niveau de la gencive pour remodeler, on va dire, le niveau. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas me tromper en regardant là. Voilà. Donc là, il y a eu, bien sûr, il y a eu une greffe osseuse. Mais vous voyez, cet état de gencive ici, là, qui s'est amélioré entre là et là, c'est vraiment le remodelage orthodontique. C'est le simple mouvement orthodontique qui a permis de pouvoir gagner ça. Ensuite, cette jeune fille, on va attendre qu'elle ait fini de grandir, et là, on va pouvoir penser à sa réhabilitation, qui peut être implantaire ou uniquement prothétique. Là, c'est un exemple d'un implant que j'ai pris. Mais c'est pas un diktat de devoir mettre un implant dans une fente. C'est vraiment en fonction de chaque cas particulier, ça doit être évalué à chaque fois. Et vous la voyez à 23 ans, donc elle a plus maintenant de 8 ans de la fin de son traitement orthodontique. On a une certaine stabilité. Là, dans son cas, la croissance maxillofaciale a été favorable. Mais dans d'autres cas, elle peut être tout à fait défavorable, avec des décalages beaucoup plus sévères, beaucoup plus importants, où on sait depuis le départ que ce patient, qui s'appelle Xavier, va devoir avoir un traitement orthodontique associé à une chirurgie. Donc dans son cas, on ne va pas l'épuiser pendant 10 ans avec un traitement orthopédique pour essayer de faire grandir sa mâchoire du haut, parce que là, ça ne va pas fonctionner. Et là, c'est là où on se rejoint. S'il ne faut pas non plus faire des traitements qui durent trop longtemps et qui ne sont pas efficaces, c'est pas parce que la prise en charge des patients porteurs de fente est illimitée en termes d'orthodontie et au-delà de l'âge de 16 ans qu'il faut en abuser. Il faut vraiment le faire absolument à bon escient, en essayant de donner vraiment priorité à la performance du traitement et surtout à être à chaque fois efficace pour le patient. Vous voyez donc avant sa chirurgie, après sa chirurgie. Voilà, donc très important de travailler en équipe avec, non seulement bien sûr entre le praticien de proximité qui est l'orthodontiste de ville et le centre de référence, le centre de compétences, mais il faut aussi travailler en équipe avec le patient et ses parents. C'est absolument indispensable si on veut avoir un résultat de qualité et aussi pour pouvoir améliorer sa prise en charge. Il faut savoir écouter sa demande, ça tout le monde le sait. Il faut communiquer les objectifs à chaque étape de traitement, bien l'impliquer dans son traitement, parce que si c'est pas lui qui se sent, on va dire, investi
par rapport à ce qu'il va obtenir et le sourire qu'il va finalement avoir, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il faut le remotiver régulièrement. Et là, il faut aider, pour cela, vu la longueur de certains traitements, le patient et ses parents dans les démarches administratives. C'est non seulement le devoir du centre de référence et de compétences, mais aussi le devoir du praticien de proximité et de son équipe d'assistantes et de secrétaires. Et c'est là où je remercie vraiment, mais vraiment, Béatrice, parce que c'est vous qui avez pris l'initiative de faire cette fiche, parce qu'à chaque fois, on avait des cas quand même très particuliers, des cas très problématiques au niveau de l'hôpital, déjà avec des familles qui étaient désemparées, parce qu'il n'y a pas d'offre de soins possible à l'hôpital, puisqu'on ne réserve la partie traitement orthodontique que dans des cas très très particuliers, donc on n'a pas de place et pas de possibilité de les prendre en charge à l'hôpital. Ça veut dire qu'il y a des patients qui sont perdus. Même ceux qui ont potentiellement les moyens de suivre un traitement orthodontique en libéral, ils sont perdus. Donc, il faut savoir que pour l'orthodontie, pour les fentes, je ne sais pas si vous voyez tous bien, alors vous avez un QR code qui est magnifique, il vous suffira juste de le flasher, et ça c'est la modernité de ce système, vous pourrez accéder à toutes les informations, normalement ça devrait être opérationnel. Il faut savoir donc du coup que les traitements orthodontiques, comme je vous l'ai dit, sont en général plus longs que chez un patient qui n'a pas de fente. Ça ne veut pas dire qu'il doit durer de 4 ans jusqu'à 18 ans, il y a des pauses. La facturation, elle se fait par semestre, en général, dans un cabinet libéral, mais on fait une demande d'entente préalable pour 1 an de traitement, et c'est là où maintenant, on peut arriver à avoir ce fractionnement qui est maintenant autorisé. Je ne sais pas s'il y a des orthodontistes ici présents dans la salle, il faut encore se battre un petit peu, parce que toutes les caisses, j'ai encore reçu hier soir encore un courrier, pour refuser encore une prise en charge, une demande d'entente préalable, alors que ça devrait pourtant être inscrit. Alors moi j'ai une question, justement, quand c'est inscrit là dans la nomenclature, comment faire? Et quand ça arrive, est-ce qu'il faut encore repasser par les lettres recommandées, les commissions de recours, et ça, ou est-ce qu'on ignore? Je ne sais pas vous répondre, mais là pour le coup, il faut vraiment que nous, au niveau national, on refasse passer l'info. Alors ce qui est récent, parce que quand on avait une réunion avec Arnaud Picard, c'était en février dernier, avec les représentants qui ont été à l'écoute, parce qu'ils ont... En fait, je crois que vous n'aviez pas du tout idée de ce qui se passait en réalité dans la vraie vie. Et là, du coup, ils nous aidaient. Et là, je crois que c'est passé à la nomenclature. Donc maintenant, c'est vraiment clairement édité et clair. Donc, en gros, il y a des aides. Et ça, c'est important. C'est qu'au-delà des demandes d'entente préalable classiques, il faut savoir que certaines familles qui n'ont pas les possibilités de pouvoir assumer un traitement orthodontique en ville, parce qu'il faut savoir que l'orthodontiste, il a aussi... des secrétaires, des assistantes, un loyer à payer, un prothésiste. Et c'est vrai qu'on a parlé de l'optimisation logistique, mais il y a aussi les progrès technologiques qui coûtent cher. Donc on ne peut pas malheureusement soigner nos patients gratuitement, même si beaucoup de mes confrères et collègues orthodontistes font beaucoup d'efforts pour essayer d'aménager les choses pour leurs patients, de faciliter les règlements, les paiements. Et puis il y a des aides dont on va peut-être parler, Béatrice peut-être, ou vous avez peut-être parlé déjà tout à l'heure, mais avec les fonds de mutuelle et puis les aides exceptionnelles. Jamais oublier que c'est nos patients quand même qui mènent la danse, et c'est eux qui sont quand même les acteurs principaux. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors on est déjà très en retard, donc une question rapide dans le public, une seule. Alors, il faut choisir la main. Alors déjà, je voulais vous remercier notamment d'avoir rappelé qu'on a en fait, ici on est tous convaincus, mais toujours tout à gagner, à prendre du temps pour gagner la confiance d'un enfant d'abord, parce qu'on gagne du temps sur après, au-delà du fait qu'il vit les soins différemment. Une question, une seule. Alors, évolution sur le TO100 par rapport au TO200, super. Évolution pour le tarif en fonction de la CMU, de la C2S. Une réponse. Oui, j'ai pas encore la réponse, mais on va y travailler. Ou peut-être que vous avez peut-être la réponse pour moi. La C2S, il faut savoir que c'est du coup 430 € par an remboursés aux praticiens. Donc c'est juste, on ne peut pas travailler. Non, on ne peut pas travailler. On ne peut même pas payer les frais de stérilisation de notre matériel, les frais de labour, rien du tout en fait. Donc il vaut mieux les soigner gratuitement, ça fait moins de paperasse presque.